Amis de la chouette, vous êtes sur le podcast des belles lettres. Je m'appelle Camille Pêche de la Close et je vais vous accompagner tout le long de cette saison. Nous poursuivons notre exploration de l'histoire des sciences dans un 3e épisode. Aujourd'hui, apprêtez-vous à avoir la tête dans les étoiles avec Isabelle Pantin et Denis Savoie. Pour ceux qui n'en sont pas à leur première écoute, vous connaissez la formule mieux que moi. Je vais commencer par présenter brièvement nos deux formidables intervenants, leur parcours complémentaire étant riche de sens pour mieux comprendre la conversation qui va suivre. Isabelle Pantin est parvenue à faire coïncider dans sa carrière des domaines d'intérêt que l'on pourrait croire très éloignés. De la poésie française de la Renaissance au fascinant univers de Tolkien, auquel elle a consacré un livre, en passant par l'histoire de l'astronomie, voici de quoi nous donner le tournis. Les vallons de la Comté, les roses de Ronsard et les figures de Kepler ont trouvé leur place dans la bibliothèque éclectique de cette grande voyageuse des savoirs. Ces relations fécondes entre poésie, fiction et cosmologie font écho à une collection qu'elle dirige depuis 1984, d'abord aux côtés d'Alain-Philippe II, puis il y a quelques années avec Denis Savoie, la bien nommée Science et Humanisme. C'est dans cette collection qu'a été publiée l'intégralité de l'édition critique des révolutions des orbes célestes de Copernic, le père de l'héliocentrisme. Pour nous donner à lire les 3 volumes de ce vaste coffret, une véritable aventure éditoriale a été menée pendant une dizaine d'années, mêlant des profils disciplinaires très variés, associant la traditionnelle philologie aux mathématiques, aux sciences et à l'histoire. Tout un programme qui ne peut qu'entrer en résonance avec le thème de cette saison de podcast. Denis Savoie a participé à cette aventure éditoriale avec son énergie habituelle. Disons à présent un mot de ce fin connaisseur des cadrans solaires, si fin connaisseur qu'il en a restauré un certain nombre sur son chemin, et qu'il a même tenté de transformer la tour Eiffel en gnomone géant. Par gnomone, j'entends cadran solaire. Avis à ceux qui ont un cadran sur le fronton de leur maison, Denis Savoie le connaît peut-être, voire l'a référencé dans sa somme intitulée « Une histoire des cadrans solaires en Occident », la gnomonique du Moyen-Âge au XXe siècle. De la gnomonique à l'astronomie, il n'y a qu'un petit style dans lequel il a élu domicile, que ce soit la direction du planétarium du Palais de la Découverte à Paris, comme pendant la mission InSight sur Mars, lancée par la NASA. Vous l'avez compris, le dénominateur commun de nos deux invités se cache à des hauteurs célestes. Tous deux se connaissent bien. Il faut dire que travailler sur Copernic tisse des liens. C'est un peu de lui dont il va être question dans cet épisode, mais pas seulement. En fait, à travers Copernic, nous allons réfléchir à un mot très important dans la pensée occidentale, le mot révolution, dont le sens premier est avant tout astronomique, ne l'oublions pas, et qui petit à petit a pris la tournure d'une rupture brutale, voire violente, ou même d'un changement net de paradigme. Alors qu'en est-il de cette révolution copernicienne qu'on nous apprend à l'école ? A-t-elle vraiment marqué un avant et un après, au niveau scientifique d'abord, puis à des niveaux tout aussi cruciaux, sociaux, politiques, religieux. Et enfin, croit-on encore aujourd'hui au progrès scientifique qu'implique l'idée de révolutions successives, marquées par des personnages devenus mythiques, pensez seulement à Galilée. Pour faire un sort à ce concept de révolution et nous entraîner dans le sillage des inventions qui ont marqué notre temps, Isabelle Pantin et Denis Savoie sont les candidats parfaits. Je leur laisse sans plus attendre la parole, amis auditeurs, et vous souhaite une bonne mise en orbite. Entrons en matière, donc qu'est-ce qu'une révolution ? Alors on peut déjà peut-être évoquer un paradoxe, puisque la révolution au sens astronomique, c'est la période, le parcours circulaire d'une planète, donc qui normalement la ramène cycliquement au même endroit, ce qui est finalement quasiment l'inverse du sens qu'a pris le terme, évidemment très influencé par les connotations politiques, et en particulier le modèle de la Révolution française. Donc jusqu'à penser qu'il s'agit d'un retournement général, donc qui s'effectue évidemment dans une certaine durée, des croyances, des mœurs, des lois et de tout ce qui s'ensuit. Alors là, la question évidemment qu'on peut aborder aujourd'hui, c'est, puisque c'est un terme qu'on emploie de façon courante, traditionnelle, à propos de l'astronomie et en particulier à propos de Copernic, Copernic ayant été à l'initiative d'une révolution astronomique qui aurait
aurait joué un rôle majeur dans la révolution scientifique au sens général. Donc ça, c'est un schéma qui a prévalu en histoire des sciences quasiment jusque dans les années 80-90 et qui a notamment donné lieu au livre de Kuhn, ou plutôt à ces deux ouvrages, l'un sur la structure des révolutions scientifiques, l'autre sur la révolution copernicienne. Alors, on aura sans doute l'occasion d'en rediscuter. C'est important et d'un autre côté, il faut peut-être remettre un peu les choses en perspective. Depuis un certain temps, cette vision des choses a été écartée, nuancée, parfois contestée violemment. Ce qui était contesté n'était pas tellement l'idée que Copernic et ses pareils avaient amorcé un changement tout à fait essentiel. Ce qui était contesté, c'est le caractère central et exemplaire de ce phénomène, puisque on a ressenti la nécessité d'ouvrir beaucoup plus le compas, de contextualiser et de se rendre compte que finalement, peut-être que aucun événement, aucun processus singulier, historiquement situé, etc., n'a vraiment le droit, au fond, de jouer un rôle exemplaire, majeur, de se présenter comme un événement central. Et le temps de l'histoire est pluriel, comme les civilisations sont plurielles. Et donc, ce qui s'est passé dans l'histoire de l'astronomie au XVIe siècle, dans nos régions, etc., au fond, ne représente que cela, hein, un événement parmi d'autres dans une très grande histoire extrêmement complexe. Alors en même temps, comme le dit Isabelle, il y a eu un avant quand même et un après Copernic. Et cette révolution, elle n'est pas instantanée. Le mot révolution, au sens historique du terme, comme la Révolution française, on a l'impression que c'est une rupture brutale. Or, la révolution copernicienne, quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Parce que lorsque Copernic publie son ouvrage en 1543, l'année de sa mort, finalement, pendant 60 ans, il ne se passe pratiquement rien. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de vague. On sait aujourd'hui qu'il y a quelques théologiens qui ont tout de suite vu que son ouvrage, publié à Nuremberg en plus, donc un haut lieu protestant, était hautement suspect, mais il n'y a pas de mise au bûcher, et au contraire, il y a beaucoup d'astronomes qui s'en emparent. Il faut dire que c'est un livre très compliqué. Je pense qu'il y a moins d'une vingtaine de personnes en Europe qui sont capables de comprendre à l'époque la portée du De Solibus, et du coup, je les lis, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a différents personnages qui vont jouer un rôle majeur dans ce que va introduire Copernic, parce que qu'est-ce qu'il fait quand on réfléchit bien à Copernic dans cet ouvrage? Il fait une simple permutation. Il change le statut de la Terre, qui avait un rôle central depuis l'Antiquité, qu'on avait basé une astronomie et une physique qui va avec. C'est très important, parce que la révolution qui va avec Copernic, elle est aussi physique, elle n'est pas que astronomique. Et donc, depuis l'Antiquité, on pensait que la Terre était absolument fixe, au centre du monde, parfaitement immobile, et que tout tournait autour d'elle. Que c'était forcément des mouvements circulaires uniformes, qu'elle était le centre unique des révolutions, et que le monde, physiquement, était divisé en deux parties, le monde sublunaire et le monde supralunaire. Et avec ça, on a construit, notamment Ptolémée avec son Almageste, et puis tous ses successeurs arabo-perses, une astronomie qui fonctionne bien. C'est-à-dire que même si cosmologiquement elle est erronée, on arrive à très bien représenter les mouvements des planètes, à prévoir les phénomènes célestes. D'ailleurs, c'est une leçon d'humilité pour nos collègues cosmologistes actuels, c'est-à-dire qu'on arrive très bien à expliquer la nature avec quelque chose qui est faux. Alors, Copernic va arriver, il va changer justement la position de la Terre, qui perd son statut d'astre central, il va la mettre en révolution, comme l'a dit Isabelle, autour du Soleil, et en même temps en rotation sur elle-même, et cette simple permutation a des conséquences considérables, à la fois en astronomie et aussi en physique. Alors, je ne sais pas si Isabelle est d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord, et je pense que ce qu'il faut peut-être
bien souligné, c'est que là, il y a chez Copernic un changement d'exigence et un changement de vision, hein, ce qu'il explique dans la préface de son ouvrage, quand il parle des astronomes qui l'ont précédé, comme des espèces d'horlogers qui rajoutaient une petite roue d'un côté, une petite roue à droite, une petite roue à gauche, etc., qui faisaient du bricolage pour s'adapter, au fond, aux phénomènes qui se présentaient. Alors que l'exigence qu'il a eue, c'est de trouver le principe d'une symétrie du monde, c'est-à-dire quelque chose qui correspondrait à ce qu'on appelle un système, dans lequel, si un paramètre est changé, c'est l'ensemble qui doit être repensé. Et ce qui va être tout à fait illuminant pour des astronomes et philosophes comme Kepler, par exemple, qui, à partir du moment où vous avez un système, hein, dans lequel tous les éléments sont dépendants les uns des autres, ça, c'est un instrument de découverte incomparable, puisque à partir de ce qui est connu, on peut déduire l'inconnu beaucoup plus que dans ce système d'horlogerie un peu aléatoire, qui était vision un peu caricaturale de présenter Copernic de l'astronomie médiévale auquel il succédait. Oui. Alors, de toute façon, sans Copernic, il n'y a pas Kepler, il n'y a pas Galilée, enfin peut-être Galilée, mais il n'y a pas Kepler, par exemple. Parce que Copernic, qu'est-ce qu'il fait sauter comme verrou dans sa proposition, hein, parce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit, Copernic, contrairement à ce que Osiander a placé en préface anonyme de son ouvrage. Copernic, on le voit dans sa préface au pape Paul III, croit vraiment à la réalité des choses. Alors on ne sait pas ce qui a amené Copernic à mettre la Terre en révolution, les planètes autour du Soleil, à la faire tourner sur elle-même. Toujours est-il que c'est donc ce verrou du géocentrisme qui saute avec Copernic. Et puis je l'ai dit, pendant 60 ans, il ne se passe rien. L'autre grand changement qu'Isabelle connaît bien, c'est évidemment, en quelques nuits, un bouleversement, alors là aussi total, de l'astronomie, avec Galilée qui va pointer une lunette astronomique vers le ciel et qui va aussi faire s'écrouler presque 1000 ans d'une vision aristotélicienne, et en montrant notamment que la Terre n'est pas l'unique centre des révolutions, puisqu'il y a des lunes autour de Jupiter. Il va montrer que la Lune n'est pas du tout un astre parfait. Donc du coup, c'est un accro très sérieux à la physique d'Aristote. Entre-temps, il y a eu d'autres accros sérieux, quelqu'un qui nous est cher avec Isabelle aussi, c'est Tycho Brahe, parce que Tycho Brahe, qui est le premier vraiment grand astronome observateur, qui va consacrer 20 ans dans son île d'Orven au Danemark à toutes les nuits observées, va montrer que, d'une part, il a de la chance, hein, il observe en 1572 une nouvelle étoile dans le ciel, et après il va observer des comètes. Il va montrer que, contrairement à ce que disait Aristote, les cieux ne sont pas immuables, il y a quelque chose qui se passe, il y a une nouvelle étoile qui apparaît, et puis il va montrer avec les comètes que, en mesurant leur distance, en schématisant, elles n'appartiennent pas au monde qui est sous la Lune comme le pensaient les anciens, mais que ce sont des astres qui circulent. Et donc, comment expliquer que des astres qui sont du côté des planètes puissent passer d'une orbe à l'autre? C'est très compliqué. Du coup, toute cette structure s'écroule. Et Kepler, évidemment, qui arrive plus tard à partir des mesures très précises de Tycho Brahe et qui va montrer que les planètes décrivent des ellipses autour du Soleil. Eh bien ça, ce n'est pas possible dans la physique d'Aristote. Donc du coup, dans la seconde moitié du XVIe siècle, à cause de Copernic, beaucoup d'astronomes se sont confrontés à un choix. Ou vous conservez Aristote et sa physique, et donc vous refusez l'héliocentrisme, ou alors vous l'acceptez, c'est ce que Kepler et Galilée vont faire, et ce sont des poids considérables, ces deux astronomes et physiciens, qui vont jouer un rôle majeur en enclenchant cette véritable révolution copernicienne, qui, vous le savez, va culminer au XVIIe siècle avec Newton, parce que c'est la parution en 1787 des Principia qui va vraiment parachever toute cette révolution avec la création d'une nouvelle physique. Tout a son origine, finalement, dans cette nouvelle exigence de cohérence, que tout doit aller ensemble, qui est posée dans le livre de Copernic, même si Copernic lui-même ne le pousse pas dans ses derniers retranchements, puisqu'il ne s'occupe absolument pas de l'organisation physique qui est derrière. Mais cette exigence, donc, elle est celle de ses successeurs, donc à partir de Tycho Brahe, même si Tycho Brahe n'est pas vraiment copernicien, il n'est pas copernicien, parce qu'il a de très sérieuses réserves. Oui.
C'est avec donc la naissance progressive d'une physique qui est en accord avec la théorie astronomique. L'astronomie physique qui est créée par Kepler, c'est même Kepler qui crée l'expression Oui. en 1609. Et c'est ce qui fait que quelqu'un comme Galilée, qui n'était pas du tout ni un très très grand mathématicien, ni un observateur, ni quelqu'un qui s'intéressait tellement à l'astronomie en tant que telle, c'est-à-dire en tant que discipline géométrique, va se découvrir une vocation copernicienne et s'intéresser à participer à la création de cette nouvelle physique du ciel. Donc, ce qu'il fera à sa manière, différente de celle de Kepler, mais évidemment tout à fait capitale. Alors du coup, il y a des gens qui refusent cette vision copernicienne. Isabelle y a fait allusion, c'est Tycho Brahe. Il ne croit pas que la Terre tourne autour du Soleil, d'ailleurs pour deux raisons. Un, parce que il fait des mesures très précises, et il dit, si la Terre tournait autour du Soleil, si elle était en révolution, alors on observerait un déplacement apparent des étoiles, ce qu'on appelle la parallaxe. Or il dit, je ne l'observe pas. Ce à quoi Copernic avait déjà objecté dans son ouvrage que les étoiles étaient très très loin, ce qui est très audacieux comme vision, parce que l'univers de Ptolémée est quand même très 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 petit. Avec Copernic, ça s'ouvre, ça s'aère, et puis on a enfin un lien chez Copernic entre la distance et la période de révolution de la planète autour du Soleil, ce qui n'existait pas chez Ptolémée. Et puis, Tycho Brahe ne croit pas pour des raisons théologiques non plus copernicianisme, l'héliocentrisme. Donc du coup, il dit, il invente un système intermédiaire, donc le système géo-héliocentrique, où la Terre est au centre, le Soleil tourne autour de la Terre, mais les planètes tournent autour de ce Soleil, qui n'est pas vraiment un système d'ailleurs, puisque Galilée dit à juste titre que de toute façon, aucune table, aucune éphéméride n'est jamais sortie de ce système, qui va être en plus à l'origine d'une guerre, on peut le dire, d'une guerre entre les astronomes. Parce qu'il y a pas que des astronomes de haute noblesse à l'époque, il y a un ancien gardien de cochon qui est devenu mathématicien impérial, Ursus, avec qui Tycho Brahe va se friter très sérieusement. Voilà, c'est-à-dire que c'est cette invention de ce système dont vient de parler Denis, un peu bizarre, qui nous paraît un peu bizarre, mais qui a paru absolument génial en son temps, parce qu'il permettait de résoudre les difficultés auxquelles se heurtait tout le monde. C'est-à-dire, et donc, il y a eu des variantes de ce système qui ont émergé un peu partout. Et aussi, c'est aussi intéressant ce qui naît, c'est la conscience de la propriété des idées scientifiques, qui était alors pas très forte auparavant, parce que l'innovation scientifique n'était quand même pas frénétique. Et avec l'histoire du livre, enfin l'arrivée de l'imprimerie, donc la diffusion des idées, etc., les auteurs qui publient des livres dans lesquels ils estampillent leurs théories, etc., ils les datent, etc., ils se présentent pleinement comme des auteurs. Eh bien, ce sont les conditions idéales pour que les rivalités fleurissent. Oui, ça va être le cas avec Tycho Brahe Ouais. qui demande ni plus ni moins qu'on exécute le mathématicien impérial Ursus. Et ça a donné d'ailleurs 3 volumes excellents dans la collection Sciences et Humanisme, La guerre des astronomes, qui est vraiment un chef-d'œuvre remarquable avec des textes inédits, y compris ceux de Kepler, parce que Kepler, quand il est arrivé chez Tycho Brahe, son premier job, en quelque sorte, c'était d'écrire une réfutation de Ursus, et il s'en est très très bien sorti. Kepler est un type absolument admirable. C'est pas le seul copernicien d'ailleurs, Kepler. Il y a son maître, Messlin, qu'il est, mais finalement, quand on fait le bilan, il y a assez peu de gens dans la seconde moitié du XVIe siècle qui sont vraiment coperniciens. C'est quelque chose de complexe et sur lequel d'ailleurs on n'a pas forcément une pleine visibilité. Ce qui est frappant, c'est que dans le monde germanique, il y a une lecture, le De Revolutionibus est pris extrêmement sérieusement et étudié à fond, et dans la perspective de construire des tables, parce que c'est un point assez technique, mais au moins le système de Copernic, même avec ses petits défauts, tout est clair. Tout est éclairci. La mécanique est remise à zéro, si je peux dire. Alors, c'était pas le cas
dans l'astronomie antérieure. Donc ça, c'est aussi ça. Il y a aussi quand même une façon de refaire toute la géométrie des mouvements planétaires en cherchant et en trouvant des solutions. Et ça, c'est extrêmement stimulant pour la population des astronomes. C'est leur métier, hein. Faire des schémas et faire des tables, c'est leur métier. Oui. Donc, ils voient Mm. que c'est une mine d'or, le De Revolutionibus. Moi, ce que je trouve étonnant, Isabelle, excusez-moi, c'est en fait, on sait que Copernic n'a pratiquement pas observé. Et je trouve que dans cette révolution aussi, je trouve que Tycho Brahe, c'est presque une providence. Parce que même au Moyen-Âge, on n'observe pratiquement pas le ciel. Les gens ont né dans leur table et ils s'inquiètent pas trop de savoir si le résultat de leur éphéméride est compatible avec la réalité céleste. On n'observe pas le ciel. Et le premier, je trouve, qui dit bah, si on veut vraiment faire la bonne astronomie, il faut revoir tout à zéro, il faut avoir un plan d'observation. C'est quand même Tycho Brahe. C'est quand même aussi une révolution quelque part dans l'astronomie. On n'observe pratiquement pas. Il y a quand même un mouvement, hein, qui se met en place à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. Notamment, on voit bien qu'il y a des traités de factures d'instruments de plus en plus, surtout dans le monde germanique. Donc un intérêt quand même pour la construction des instruments et qui grandit. Et la pratique observationnelle augmente, ça je crois, de façon assez régulière depuis la fin du XVe siècle, depuis Regiomontanus. Oui, C'est Regiomontanus, d'ailleurs, oui, avait dit ça. oui, oui. Arrêtez, quoi, de vos bêtises. C'est un grand astronome du XVe siècle qui est mort malheureusement très jeune, donc Oui. il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il voulait faire. Mais il a pris des positions extrêmement nettes, extrêmement critiques sur la pratique professionnelle astronomique de son temps, en disant on n'arrive à rien, on est en train de bricoler un petit coup à droite, un petit coup à gauche. La plupart des praticiens, c'est des astrologues qui ne connaissent rien à rien et qui font mécaniquement leurs horoscopes. Donc il y a deux choses à faire. Il faut revenir aux meilleures sources, hein, Ptolémée et compagnie, mais le lire correctement, hein, dans de bons manuscrits, etc. Et puis observer, et observer de façon comme faisaient les Grecs, parce qu'il y a un mythe aussi de l'astronomie antique, les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, qui, eux, savaient observer, Oui, eux observaient c'est vrai. régulièrement, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un tel résultat. Donc cette révolution progressive, donc on voit les matériaux au fond hétérogènes, hein, Oui, et d'où cette impression qui est peut-être une illusion d'optique, d'une espèce de grande dynamique, hein, qui se met en place et qui agrège bon, un certain nombre de choses. Alors est-ce que c'est un effet d'optique parce que justement on a dans la tête ce schéma d'une révolution? Bon, toujours est-il que au moins dans la petite histoire de l'astronomie occidentale, donc c'est ce que l'œuvre de Copernic a déclenché quand même, se greffant évidemment sur beaucoup de choses qui existaient ailleurs, a déclenché un potentiel d'innovation, hein, tout à fait remarquable. oui, absolument. Donc c'est long, on l'a vu, c'est une révolution qui prend du temps. Et au XVIIe siècle, des gens comme Descartes et Newton vont parachever cette œuvre. Et ensuite, c'est une nouvelle physique qui est fondée. Alors on dit traditionnellement que on peut lire Newton en étant totalement ignorant de ce qui s'est publié avant, alors qu'on ne peut pas lire Copernic en ne connaissant pas Ptolémée, ce qui est quand même assez vrai. Et la révolution copernicienne va aussi s'inviter dans le domaine théologique, puisque ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est quand même Galilée et la mise à l'index en 1616 de l'ouvrage, histoire qu'Isabelle connaît bien. Galilée est un copernicien, il est dénoncé parce qu'il enseigne en fait, et il tient pour vrai le fait que la Terre tourne autour du Soleil ainsi que les planètes. Et du coup, ça c'est en flagrante contradiction avec les Écritures. Et du coup, Galilée est convoqué à Rome et le cardinal Bellarmin, qui est la grande autorité de l'époque, le menace et lui dit ben non, il va falloir arrêter, il va falloir se calmer. Ce que Galilée fait d'ailleurs dans un premier temps. Et l'accession au pouvoir en 1624, je crois, d'un admirateur à lui, Maffeo Barberini, sous le nom de Urbain VIII, fait qu'il se croit un petit peu libéré de l'emprise, et du coup, il se lance dans une vaste entreprise d'édition, qui est son Dialogo, et là où il prend clairement parti pour les idées de Copernic,
de façon non déguisée, et c'est ce qui va lui coûter sa condamnation en 1632-1633. Et là, du coup, on voit que la théologie s'invite dans cette révolution copernicienne. Ouais, alors c'est un signe au fond, de l'envahissement du territoire par l'héliocentrisme, hein, qui était quelque chose quand même de très marginal et cantonné au cercle des spécialistes au XVIe siècle. Bon, et vraiment sur la scène, hein, au XVIIe siècle, intéresse tous les philosophes, etc. Et ce qui a évidemment attiré les foudres sur Galilée, c'est justement sa manière, hein, à la fois de repenser toute chose, justement, à la lumière de ce nouveau système du monde, et aussi son idée pour défendre à la fois ses propres contributions, cette idée qu'il faut ramener cette nouvelle philosophie dans le sein de l'Église. Donc, la faire accepter par les théologiens, Galilée va jusqu'à indiquer aux théologiens comment ils doivent lire les passages de la Bible qui ont l'air de parler justement du mouvement du soleil. Moi, ce que je trouve très audacieux chez Copernic, c'est qu'il affirme que la Terre tourne autour du Soleil, mais il n'en a pas la preuve. Il n'en a pas la preuve physique. Et justement, ça va être le talon d'Achille des coperniciens, comme on le dit traditionnellement. Galilée, dans son Dialogo, va croire apporter la preuve en montrant que les marées, selon lui, sont la preuve du mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil, ce qui n'est pas vrai. Et finalement, on va construire des tables et tout le monde va être héliocentriste, copernicien au XVIIe siècle, alors qu'on attend toujours la preuve. Alors, la preuve, on disait, c'est très simple, il faut mesurer la parallaxe d'une étoile, mais c'est un angle extrêmement petit, qui est inférieur à une seconde de degré. Donc, il faudra attendre 1838 et l'astronome allemand Friedrich Bessel pour la déterminer, cette parallaxe. Mais entre-temps, par un hasard assez incroyable, un autre grand astronome anglais, James Bradley, va découvrir en 1727-1728 un phénomène compliqué qu'on appelle l'aberration stellaire, qui est en fait une composition de vitesse, la vitesse de la Terre autour du Soleil et la vitesse de la lumière. Et il va montrer que cette aberration stellaire provoque un petit décalage des étoiles, et c'est la preuve physique, absolue, incontestable, que la Terre tourne autour du Soleil. Donc ça, on a une révolution scientifique qui ne trouve son accomplissement dans les faits que beaucoup plus tard. Et ce qui est assez surprenant, c'est que cette révolution, elle a lieu, mais on continue néanmoins à considérer que le Soleil est encore au centre du monde. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour ce qu'on qualifie parfois de seconde révolution copernicienne, avec la découverte d'un grand astronome américain qui s'appelait Arlo Shapley, qui va montrer par l'étude de petits groupes d'étoiles qu'on appelle les amas globulaires, qu'en fait notre Soleil n'occupe pas du tout une situation centrale dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, mais que l'on est dans un bras à la périphérie, à environ 30 000 années-lumière du centre. Donc je trouve que c'est valable encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a, quand on affirme quelque chose, eh bien, il faut parfois attendre des décennies, voire des siècles pour avoir la preuve. On le voit aussi, par exemple, avec Einstein parle de la relativité. Les preuves de la relativité ne viennent pas tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui le contestent, comme il y a eu des gens qui ont contesté Copernic. Et encore aujourd'hui, on envoie des sondes dans l'espace, autour de la Terre, des expériences à l'Observatoire de Paris, pour vérifier les postulats de la relativité. Donc la science, c'est quelque chose qui est lent. Le temps de la science et des révolutions, il n'est pas du tout le même que celui des hommes et des idées. Alors là, pour ce qui est de la preuve ultime, ça c'est sûr, mais justement, entre le moment de la découverte et le moment de la preuve, il y a quand même un moment où s'accumule, je dirais, une puissance de conviction de la théorie qui finit par y mettre un poids tout à fait considérable. Au XVIIe siècle, bon, il n'y a pas de preuve, il y a la condamnation qui intervient dès 1616. Il n'empêche que il y a de plus en plus de gens qui deviennent coperniciens. Même en France, qui est un pays catholique, si on regarde les grands philosophes, Gassendi, Descartes,
Boulliot, etc. Et bon, bah, c'est finalement les non-coperniciens qui finissent par être marginaux, voire ridiculisés, Oui, comme ouais. Jean-Baptiste Morin ou Par d'autres. exemple. Oui. Amis auditeurs, on va à présent passer à la deuxième partie de la discussion qui est consacrée à la lecture et aux commentaires d'extraits. Seule une collaboration de spécialistes dans différents domaines a permis d'être à la hauteur du texte majeur de Nicolas Copernic, dont je vous parlais tout à l'heure, à l'origine de la vision moderne de l'univers et publié en 1543, l'année de la mort de son auteur. Vous allez entendre 2 extraits de la préface, dans laquelle Copernic revient sur la genèse et la nécessité de son œuvre, en mesurant les risques qu'il a pris. Cette préface est en fait une lettre adressée au pape Paul III. On commence donc par un premier extrait qui se situe au début de la lettre. Je puis fort bien m'imaginer, très Saint-Père, que dès que certaines gens auront appris que dans ces livres que j'ai composés sur les révolutions des sphères du monde, j'attribue au globe terrestre certains mouvements, ils vont aussitôt crier qu'il faut me mettre au banc avec une telle opinion. À vrai dire, mes opinions ne m'agréent point tant que je tienne compte du jugement d'autrui à leur sujet. Et bien que je sache que les réflexions du philosophe sont étrangères au jugement du vulgaire, dès lors que le philosophe se propose de rechercher en toute chose la vérité, dans la mesure où cela a été concédé par Dieu à la raison humaine, j'estime cependant qu'il faut éviter les opinions qui s'écartent complètement du droit chemin. Aussi, comme je me représentais combien absurde estimeraient cette doctrine ceux qui savent être confirmés par le jugement de nombreux siècles l'opinion que la terre est immobile au milieu du ciel, comme si elle en était le centre, si j'affirmais, au contraire, que la terre se meut, j'ai longuement hésité. Publierais-je les livres que j'ai écrits pour démontrer son mouvement, ou bien ne serait-il pas préférable de suivre l'exemple des pythagoriciens et de quelques autres qui ont accoutumé de transmettre, non pas par écrit, mais de la main à la main, les mystères de la philosophie à leurs proches seulement et à leurs amis, ainsi qu'en témoigne la lettre de Lysis à Hipparque. Alors juste pour entrer en matière, donc dans la présentation du texte, notre rôle à Denis et à moi a été mentionné, mais je voudrais quand même souligner bien fortement que si effectivement nous avons collaboré en renfort de l'entreprise, il faut qu'elle soit rendue à ses véritables auteurs et inventeurs, donc l'équipe originelle de Jean-Pierre Verdet, Alain-Philippe Segon et Michel-Pierre Lerner. Voilà, en fait, Isabelle a fait bien de le rappeler, donc c'est en 1973 qu'on fête le 500e anniversaire de la naissance de Copernic, et à cette occasion, leur apparaît à Jean-Pierre Verdet, Alain Segon et Michel Lerner, il n'existe pas de traduction de Copernic en français. Il y a le livre 1 qui a été traduit par Coiri encore en partie, mais du coup, il se lance dans une entreprise considérable, considérable, parce que c'est un livre très difficile, on l'a dit. C'est une entreprise dans laquelle Isabelle va arriver quand même avant moi. Moi, je vais les rejoindre au début des années 90. Et en fait, d'emblée, c'est une équipe pluridisciplinaire parce que Jean-Pierre Verdet est astronome, Michel Lerner et Alain Segon sont des philologues et des philosophes et spécialistes d'histoire. Et petit à petit, ça va être étoffé par tout un groupe de gens qui va travailler sur ce texte. C'est un texte compliqué, qu'un latin difficile, et puis qui va faire cette somme considérable qui a été publiée en 2015 de presque 2700 pages en 3 volumes, qui est une œuvre absolument exceptionnelle, qu'on peut lire très facilement, je trouve. Ça pourrait faire peur. Alors, si on lit Copernic, le livre 1 est très facilement accessible. En fait, le livre de Copernic est composé de 6 livres. Le livre 1, c'est sa cosmologie, qui est très facile à comprendre. Les autres sont beaucoup plus complexes, même pour un astronome contemporain. Donc, c'était aussi une difficulté pour nous de se replonger dans cette astronomie du XVIe siècle et puis de la rendre accessible aux lecteurs modernes. Voilà, et puis le texte dans cette trilogie, disons, le texte de Copernic est au centre, mais on a aussi 2 volumes extrêmement riches et de mise en perspective, tout ce qu'on peut savoir sur Copernic, son œuvre, y est
rapportés, analysés, etc., de notes, d'appendices, etc. Donc c'est une somme. C'est une somme inégalée, je pense, dans l'histoire des sciences. Et là, la lettre que Copernic adresse au pape Paul III, le pape qui met en place l'Inquisition d'ailleurs, montre bien qu'il est quand même un peu conscient, même totalement conscient de ce qu'il fait, parce que il est resté très longtemps, Copernic, très loin de tout le monde. Et justement, moi, je trouve ça, et je crois qu'Isabelle est d'accord, c'est que c'est quand même quelqu'un de très audacieux. C'est pas du tout le chanoine craintif dont parle Coiré, alors que c'est quelqu'un qui est resté dans sa varmie de Pologne, dans un endroit qui est pas propice en plus à l'observation, en dehors des grands centres intellectuels. Et il faut une audace, mais considérable, je pense, pour cet homme, pour fonder une nouvelle cosmologie, et puis pour faire le De Revolutionibus. Et il sait très bien qu'il va à l'encontre de toute l'histoire et de toute la science de l'époque. Oui, alors dire quand même 2 mots sur cette lettre au pape, parce qu'on lit parfois qu'il s'agit d'une dédicace au pape. Ce n'est pas une dédicace selon les normes de l'époque. Dans une dédicace, quand on dédie son livre à quelqu'un, d'une part, on a obtenu généralement préalablement son accord, et c'est un geste de grande déférence, dans lequel donc on apporte son cadeau enrubanné, etc. Alors, on voit bien que la lettre en question de Copernic ne répond absolument pas à ces normes-là. C'est d'une très grande sécheresse quand il s'adresse au pape. C'est comme si c'était avis au pape, hein. Oui, Bon, oui. maintenant, il y a un nouveau système et il faudrait peut-être bien le prendre en considération. Bon, en même temps, on le voit bien dans cet extrait, Copernic est quelqu'un qui manie très, très bien la rhétorique. Donc il commence par toutes sortes de prétéritions en disant, «Voilà, donc je sais que, je risque d'apparaître, très audacieux, mais en fait, faut pas du tout croire ça, hein, parce que, je suis tout à fait d'accord qu'il faut éviter quand même de dire des choses trop choquantes». Et donc il dit une chose et son contraire, et en même temps pour faire sentir la force irrésistible, donc qui le pousse quand même à publier, après avoir risqué finalement de tomber dans le silence des pythagoriciens qui auraient quand même privé l'univers d'un livre extrêmement important. Je crois qu'il y a un protagoniste dont on ne parle pas. Et Copernic, d'ailleurs, sans peut le reprocher, fait l'impasse sur lui. C'est quand même Rhéticus. Parce que il aurait fini comme les pythagoriciens. Copernic, il est dans son coin, il voulait pas publier. Et du coup, bon, il a une certaine aura dans la première moitié du XVIe siècle. Et finalement, il y a un jeune astronome qui s'appelle Joachim Rhéticus qui entend parler de lui. Et Rhéticus va le voir dans sa Pologne profonde. Et il arrive en plus avec sous le bras un cadeau non négligeable. C'est l'édition grecque de l'Almageste. Parce que le pauvre Copernic travaille sur une édition arabo-latine de Gérard de Crémone qui est pas très bonne. Et du coup, quand Rhéticus arrive, il a 25 ans. Copernic est quand même un monsieur d'un certain âge, plus de 65 ans, qui est dans une impasse intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à aller plus loin dans l'écriture de son ouvrage. Et c'est l'arrivée de Rhéticus qui va complètement fluidifier les choses, qui va ouvrir en fait le verrou. Et Rhéticus, à mon avis, a joué un rôle considérable dans le De Revolutionibus. Je pense que sans Rhéticus, Copernic, Isabelle l'a dit, on l'aurait pas connu, quoi. Il serait resté comme Lysis et Hipparque, qui sont ces deux platoniciens du 5e siècle avant Jésus-Christ. Oui, Copernic était dans les dernières années de sa vie, il n'avait pas l'énergie nécessaire finalement pour finir son livre, et il lui manquait quelques matériaux et qu'il a trouvé notamment dans le Ptolémée que lui a apporté Rhéticus, et ça, il faut le souligner parce que c'est une grande découverte faite par Alain-Philippe II, qui a été donc non seulement dévoilé dans cette édition, mais véritablement démontré avec la confrontation. Second a pu démontrer que le livre 6 et un peu du livre 5 de Copernic était truffé, en fait, une traduction quasiment littérale de Ptolémée, ce qu'il a montré de façon absolument irréfutable. Ce qui n'avait été vu par personne. Alors ça, c'est étonnant, parce que c'est quand même un texte qui est très connu, pour bien que personne l'a lu, finalement.
Et là, on peut faire des grandes découvertes en histoire des sciences. Alors, il faut avoir une connaissance intime, évidemment, de l'Almageste, du grec et puis du latin, ce qu'avait Alain Second. Et Concetta Luna, et Alain Second publie un article magistral pour montrer qu'en fait, finalement, il y a trois auteurs dans le De Sonibus. Il y a Copernic, il y a Rhéticus et il y a Ptolémée. Voilà. Et c'est eux trois qui font la révolution, en fait. Merci beaucoup pour votre commentaire à tous les deux qui rend un juste hommage au travail d'Alain-Philippe II. On poursuit la discussion avec un deuxième extrait, toujours de la lettre de Copernic au pape Paul III. Et cet extrait, cette fois-ci, se situe à la toute fin de la lettre. Si d'aventure il se trouve de vains discoureurs qui, tout en étant totalement ignorants des mathématiques, prétendent néanmoins juger de ces matières et qui, en raison de tel ou tel passage de l'écriture malignement détourné dans le sens de leur opinion, osent blâmer et attaquer mon ouvrage, eh bien, je ne me soucie aucunement d'eux. Mieux même, je précise leur jugement comme téméraire. On n'ignore pas, en effet, que Lactance, par ailleurs célèbre écrivain mais piètre mathématicien, parle d'une façon tout à fait puérile de la forme de la Terre lorsqu'il tourne en dérision ceux qui ont enseigné que la Terre a la forme d'un globe. C'est pourquoi les savants ne doivent pas s'étonner si de tels gens nous tournent aussi en dérision. Les mathématiques sont écrites pour les mathématiciens, aux yeux de qui mes travaux aussi, si je ne me trompe, paraîtront apporter quelque chose à la République ecclésiastique dont ta sainteté occupe actuellement la tête. En effet, il y a peu, sous le pontificat de Léon X, la question de la réforme du calendrier ecclésiastique a été débattue au concile du Latran et n'est restée en suspens que parce que l'on n'avait pas déterminé encore avec assez d'exactitude la longueur des années et des mois, ainsi que les mouvements du soleil et de la lune. C'est un texte assez fascinant parce qu'on voit pointer Galilée sous Copernic, puisqu'il y a, bon, là encore, c'est un argument rhétorique pour avancer ses pions tout en élevant ses défenses. Et donc c'est un commentaire finalement de sa devise, hein, nul n'entre ici s'il est géomètre. Donc, qui me critique, qui me jettera la première pierre, hein, doit d'abord vérifier, hein, qu'il est capable de me lire et de comprendre, hein, les démonstrations que j'ai écrites. Et il y a là quelque chose qu'on retrouvera chez Galilée, et de façon avec beaucoup plus de panache, beaucoup plus d'audace, beaucoup plus d'effets et donc beaucoup plus de résultats, qui est la contestation le fait que les théologiens ne peuvent pas se mêler de tout, parce que leur compétence est limitée, hein, à la lecture des Écritures, et qu'il y a des moments où l'Église a besoin de quelqu'un d'autre. Alors là où on trouve aussi Galilée, c'est dans l'humour, avec l'exemple de Lactance, Oui. hein, évidemment autorité incontesté, etc. Et en même temps, donc ce grand homme, bon, qui s'est quand même rendu complètement ridicule parce qu'il a voulu parler avec autorité dans un domaine où il était notoirement incompétent. Donc, avis aux amateurs, Oui. faites un peu attention. Et puis, autre volet, à la fin, en parlant de la réforme du calendrier, donc alors ça, peut-être que Denis en parlera mieux que moi, donc c'est la réforme du calendrier qui allait donner le calendrier grégorien actuel, qui était en préparation et de laquelle l'Église n'arrive pas à se dépêtrer. Donc, vous voyez bien, vous avez quand même besoin un peu de mathématiciens comme moi. Oui, absolument. D'ailleurs, en 1543, la question elle a été débattue au Concile de Trente, qui a sommé la papauté de réformer le calendrier qui est en pleine dérive, mais encore en calendrier julien. Et du coup, les astronomes de premier plan, comme Clavius et d'autres, vont voir dans le De Revolutionibus, non pas donc cette horreur cosmologique, parce que c'est pas possible, mais par contre, ils vont voir que Copernic est un grand mathématicien et qu'il apporte enfin des fondements solides
à ce qu'on appelle la durée de l'année tropique et la durée du mois lunaire, et les réformateurs du calendrier vont utiliser les données coperniciennes pour la réforme de 1582. Donc voilà pourquoi ils sont quand même assez embêtés, parce qu'ils utilisent un livre qui est contre les Écritures, mais finalement mathématiquement qui est bien utile pour réformer le calendrier. Donc ça les met dans une situation périlleuse. Copernic, à mon avis, dans l'au-delà, a bien dû rigoler en voyant que c'était son ouvrage qui finalement allait servir à Clavius et ses autres astronomes à réformer le calendrier grégorien. Voilà, alors au-delà de cet humour de Copernic et la façon dont il rappelle aux théologiens qui veulent se mêler de tout qu'ils auraient peut-être besoin des lumières, hein, de mathématiciens pour les tirer de tel ou tel mauvais pas. Il y a là aussi l'audace, hein, de quelqu'un qui va au cœur du problème. C'est-à-dire, il sait très bien que l'une des difficultés de sa proposition, c'est qu'elle semble entrer ouvertement en contradiction avec toute une série de passages bibliques dans laquelle on parle de la terre qui est stable et le soleil tel un géant, hein, qui caracole au-dessus d'elle, et autres passages de ce genre, comme le miroiracle de Josué. Et donc Copernic est extrêmement conscient de cet enjeu et il en connaît la gravité. Et donc là, il ouvre, donc ça c'est une phrase donc qui montre la clarté de sa vision. Et c'est une espèce de prémonition, au fond, de où peut mener ce qu'il propose. Et un peu, je trouve qu'elle est très courageuse. On a souvent dépeint Copernic comme quelqu'un d'un peu timoré, qui n'osait pas faire connaître ses idées. Cette préface démontre que c'est quelqu'un qui a un courage incroyable. On termine avec un dernier extrait, amis auditeurs, qui est issu de la révolution astronomique d'Alexandre Koyré. Alexandre Koyré, c'est le fondateur de l'histoire philosophique des sciences, aux côtés d'Hélène Metzger, Gaston Bachelard et Georges Canguilhem. Et dans ce livre qui a fait date, il entreprend de dépeindre de façon précise et minutieuse la révolution astronomique des XVIe et XVIIe siècles, qui implique certes Copernic, mais aussi Kepler et Borelli. L'année 1543, année de la publication de la révolution des orbes célestes et celle de la mort de son auteur Nicolas Copernic, marque une date importante dans l'histoire de la pensée humaine. On est tenté de considérer cette date comme signifiant la fin du Moyen-Âge et le commencement des temps modernes, parce que, bien plus que la conquête de Constantinople par les Turcs ou la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, elle symbolise la fin d'un monde et le commencement d'un autre. Je me demande toutefois s'il ne faut pas aller plus loin encore. En effet, la coupure déterminée par Copernic ne marque pas seulement la fin du Moyen-Âge. Elle marque la fin d'une période qui embrasse à la fois et le Moyen-Âge et l'Antiquité classique, car c'est seulement depuis Copernic que l'homme n'est plus au centre du monde et que le cosmos n'est plus ordonné autour de lui. Il est très difficile de nos jours de comprendre et d'apprécier dans leur grandeur effective l'effort intellectuel, l'audace et le courage moral représentés par l'œuvre de Copernic. S'il est difficile et même impossible pour nous de comprendre la grandeur de l'œuvre de Copernic sans accomplir l'effort d'imagination que je viens d'esquisser, il est tout aussi difficile de saisir l'étrange et profonde impression que la lecture de son œuvre ne pouvait manquer de produire sur ses contemporains. La destruction d'un monde que tout, science, philosophie, religion, représentait comme centré sur l'homme et créé pour lui, l'écroulement de l'ordre hiérarchique qui, en opposant le monde sublunaire aux cieux, les unissait dans et par cette opposition même. Le choc était trop fort. Cette nouvelle conception du monde semblait trop insensée pour être prise au sérieux. De plus, le livre, dans sa plus grande partie, sinon dans son ensemble, était trop difficile pour des lecteurs auxquels une suffisante préparation mathématique et astronomique faisait défaut. Copernic le dit lui-même, « Mathemata mathematicis scribuntur » Laissons donc les mathématiques aux mathématiciens.
Ce n'est qu'une nouvelle hypothèse, neuve et vieille en même temps. Un schéma calculatoire n'ayant pas plus de prétention à la vérité et donc pas plus d'importance que ce que les astronomes avaient imaginé jusque-là. C'est-à-dire que c'est un livre qui à la fois reste inappréciable dans sa lecture de cette succession, au fond, qui a justement amené notamment de Copernic à Kepler. Et donc il y a une richesse d'analyse qui reste absolument égale à ce qu'elle était au départ, hein. Et en même temps, en relisant ces pages, on s'aperçoit bien effectivement que c'est un livre qui a été écrit à une époque qui est révolue, et justement à une période où le concept de révolution astronomique et son caractère absolument central, hein, pour comprendre ce qu'on pourrait appeler avec un grand mot le progrès des savoirs, ne posait aucun problème. Et d'une certaine manière était quelque chose qui est considéré comme acquis. C'est-à-dire que pour Coiré, Copernic découvre quelque chose et cela enclenche une transformation générale qui vaut pour l'histoire de l'humanité entière. Tout cela, évidemment, et maintenant, quand on le regarde, on a envie de le nuancer. D'une part, pour justement cette notion cette espèce d'hégémonie du modèle de la révolution scientifique occidentale, basée sur la transformation de disciplines reines qui seraient les mathématiques, l'astronomie, etc. Donc ça, j'en ai déjà assez parlé. Mais même pour la seconde idée, quand il parle de la fin de l'anthropocentrisme, c'est une idée tout à fait intéressante, hein, qui est fondée aussi sur des observations donc qui peuvent être tout à fait riches, hein, et en même temps qui demande à être vraiment nuancée. Rémi Brague a, par exemple, publié un article dans lequel il accumule les témoignages, hein, dans des textes médiévaux, montrant comment le fait pour l'homme d'être au centre du monde, au lieu d'être un titre de gloire, était au contraire le signe de sa condition tout à fait déchue, puisque c'est la lie du monde, hein. La Terre, c'est la lie de l'univers, donc le point le plus éloigné possible, hein, des astres glorieux et lumineux. Et donc, d'une certaine façon, et ça c'est vrai parce qu'on le voit chez Kepler, le fait, ouf, ça y est, on est dans une planète, c'est une promotion. D'autant plus que, comme l'expliquera bien Kepler, on se promène, donc l'homme, il se promène autour du Soleil, et comme ça, il a des points de vue extraordinaires sur le cosmos. Parce que s'il était coincé au milieu, toujours, eh bien, il ne verrait rien. Donc l'homme est à l'endroit idéal. Donc, il voit la complexité des choses, mais en même temps, il n'est pas complètement décentré ou un endroit où ça serait tellement complexe qu'il ne pourrait absolument rien y comprendre. C'est la Providence l'a bien mis là où il pourrait observer pour sa gouverne, hein, le mieux possible les révolutions astrales. Moi, je suis d'accord, le texte de Coiré est un texte majeur pour comprendre toute cette époque. La révolution astronomique, c'est un excellent titre, je trouve, où il a mis Copernic, Kepler, Borelli. Alors, dans les gens qui gravitaient autour de Coiré, il y avait un philosophe très connu qui était Georges Canguilhem, qui aborde par la suite une notion d'histoire des sciences à laquelle Coiré n'a pas fait allusion, c'est la notion de précurseur. Il ne s'interroge pas dans ce texte, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont pensé avant Copernic? Et justement, c'est un texte qui aujourd'hui a été mis en cause par des historiens des sciences américains, et non des moindres, Tone Gebauer, Noël Sverdlov, et d'autres qui ont vu chez Copernic quelqu'un qui a emprunté des mécanismes pour son modèle, des mécanismes notamment chez les astronomes arabo-perses, en particulier Al-Toussi. Et ils ont un petit peu diminué les mérites de Copernic,
Alors, il y a eu tout un courant comme ça, assez violent même, contre Copernic, en disant que finalement il devait beaucoup aux astronomes arabo-perses. C'est pas du tout démontré. Ils n'ont apporté aucune preuve convaincante. Et j'ai toujours comparé. Alors le mécanisme d'Althussi, ils en font grand cas. C'est quand même quelque chose d'assez simple, hein. C'est transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation. Donc c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de mathématiques très élaborées pour imaginer ce mécanisme qu'on trouve déjà dans l'Antiquité chez Proclus d'ailleurs. Du coup, dire que Copernic ayant emprunté, on ne sait pas par quelle voie d'ailleurs, ce mécanisme d'Althussi, qu'il doit beaucoup aux Arabes et aux Perses, et donc pour diminuer son mérite, c'est une thèse qui est absolument contestable, qui n'est pas prouvée. Je ne sais pas si Isabelle. Oui, alors oui, je suis tout à fait d'accord. Donc faut pas trop passer ça sous silence parce que c'est aussi un reproche qui a été fait au travail de Michel Lerner et Alain Segond, parce que leur travail est fait selon des règles philologiques extrêmement strictes. Donc on regarde l'évidence des textes, hein, pour établir des filiations, etc. Or, on n'arrive pas à établir, en se basant sur des textes, hein, des manuscrits, le chemin qui aurait mené de ces astronomes arabes à Copernic. Oui, Ça ne veut pas dire du tout, et ça jamais personne ne l'a nié, qu'il n'est pas. Enfin, bon, il est évident que la géométrie de Copernic, donc tous ces schémas, sont faits avec, je dirais, un matériel de procédés géométriques qui ne l'a pas sorti du chapeau, hein. et bien sûr. C'était quand on regarde, ne serait-ce que la littérature des commentaires astronomiques dans la première moitié du XVIe siècle, qui fleurissent, hein, partout, qui sont extrêmement illustrés de myriades de schémas dans lesquels, évidemment, on peut faire son marché. Et il y a évidemment des schémas dont, si on suit leur filiation, on peut les rapprocher de sources grecques, de sources arabes, etc. Donc ça, il s'agit évidemment pas de le nier. Copernic n'a pas inventé sa boîte à outils. Absolument. Il l'a récupérée. Et ce qui est remarquable chez Copernic, c'est l'énergie de tout ça. Bon, ben, il fabrique sa théorie, et une théorie qui est, bon, malgré ses petits défauts, disons, lumineuse, hein, et extrêmement cohérente. C'est ça qui est son invention. Eh ben, tant pis, hein, si ces matériaux, etc., viennent d'ailleurs. Merci infiniment Isabelle Pantin et Denis Savoie d'avoir si bien traité de l'épineuse question de la révolution copernicienne, en la replaçant en contexte d'abord, mais aussi en s'attachant à réfléchir à notre manière d'envisager l'histoire des sciences. Votre regard à tous les deux invite à plus de nuances et de souplesse, là où on aime d'habitude souligner de grandes ruptures. Non, décidément, l'évolution de la science ne ressemble pas aux chronologies que j'apprenais à l'école, où chaque date avait pour rassurante mission de marquer un tournant irréversible. Porté par l'élan de votre discussion, j'aimerais revenir en quelques phrases sur les principales idées que vous avez exposées au micro de la Chouette. La première d'entre elles porte sur le concept même de révolution, sur lequel vous êtes revenu à plusieurs reprises, tel qu'il a pu être développé dans les années 1990 par Alexandre Coiré notamment. Vous appelez tous les deux à plus de réserve concernant cette vision très centralisatrice qui place une discipline, un lieu et parfois même un seul homme au cœur d'un bouleversement qui peut avoir des répercussions mondiales. Vous mettez en lumière le fait que ceux ou ces bouleversements sont pris dans tout un tissu complexe qui n'implique pas que les sciences dures ou l'Occident par exemple, mais fonctionne à une échelle plus large, dont nous nous gardons souvent qu'une vision très partielle. Une révolution comme celle qui nous a occupés aujourd'hui, c'est-à-dire celle de l'héliocentrisme, mobilise tout un tas de personnages, s'installe sur un temps relativement long pour faire son œuvre. Vous avez dit ainsi, Denis, que 60 ans après la publication du célèbre traité de Copernic, il ne se passe rien, et surtout ne se porte pas toujours complètement en faux par rapport à l'héritage des savoirs passés. Le temps de la science et des révolutions n'est pas du tout le même que celui des hommes et des idées.
Ce que Copernic a fait de vraiment révolutionnaire, c'est avant tout dans un sens astronomique. Il a mis en mouvement une Terre qu'on pensait immobile depuis l'Antiquité et lui a fait perdre son statut central. Mais d'autres figures essentielles participent à cette remise en mouvement. Galilée, bien sûr, Tycho Brahe, qui refuse d'ailleurs la vision copernicienne, Kepler, l'inventeur d'une physique astronomique, et plus tard, Newton, qui parachève la révolution copernicienne. Cette filiation que vous avez rappelée s'insère dans une nouvelle manière d'observer le ciel, à l'aide d'instruments qui n'existaient pas jusqu'alors. Comme vous le dites, Isabelle, Copernic agrège plusieurs intuitions et théories dans son traité, y compris celles qui remontent aux Babyloniens et aux Grecs anciens. On pense en particulier à Ptolémée. La force de Copernic est un immense potentiel d'innovation pour son époque. En remontant les textes, on s'aperçoit que les filiations sont certes multiples, mais elles ne doivent pas nous faire tomber dans un relativisme total à l'égard de l'histoire des sciences. Oui, nous devons être nuancés dans notre vision du progrès des savoirs, tel qu'il a pu être décrit de manière passionnante par Coiré, mais ne cherchons pas non plus à tout déconstruire. Autre point crucial sur lequel j'aimerais revenir, d'autant qu'il fait écho à l'épisode précédent, celui de la question théologique. En effet, le système héliocentrique, contrairement à la sphéricité de la Terre, s'oppose en contradiction avec les Écritures. Le fait que Galilée le soutienne explique d'ailleurs en partie sa condamnation. Malgré cette évidente contradiction, la théorie copernicienne va gagner en force et au XVIIe siècle être soutenue par la majorité des philosophes, dans une Europe largement catholique. Copernic semble être conscient de la puissance de sa vision. La lettre qui a été lue et commentée, adressée au pape, se passe bien de sa bénédiction. Le courage intellectuel de Copernic y est combiné à une vraie habileté rhétorique, mais aussi à l'assurance que son génie mathématique sera reconnu, y compris par l'Église. Enfin, j'aimerais souligner un dernier aspect de la pensée copernicienne, son désir de rendre publiques ses découvertes. Même si Copernic sait pertinemment qu'elles s'adresseront dans un premier temps à une toute petite portion de l'humanité, ne serait-ce que par leur complexité mathématique. Il refuse, sans doute encouragé par le jeune Rhéticus dont vous avez fait un portrait très attachant Denis, le modèle des mystérieux pythagoriciens. Le fait de ne pas vouloir garder un savoir captif est une formidable promesse d'avenir pour toute théorie scientifique. C'est sur cette note pleine d'espoir que s'achève notre premier cycle sur l'histoire des sciences. J'aurai la joie de vous retrouver dans 2 prochains épisodes consacrés à notre rapport au vivant, entre tentative de compréhension et tentation de contrôle, d'abord selon l'angle de la médecine et de la bioéthique, puis selon celui de la botanique et de l'écologie.